Lorsque les premiers Européens débarquèrent sur l'île de Pâques, ils furent frappés non seulement par la majesté des statues de pierre, mais aussi par le simple fait qu'une vie humaine y existait. L'île est si éloignée de tout continent, et même des îles les plus proches, qu'il semblait pratiquement impossible d'imaginer comment des gens avaient pu traverser ces immenses étendues d'eau sur de simples pirogues en bois. À l'époque où les navigateurs européens commençaient à peine à envisager de longs voyages maritimes, les Polynésiens traversaient déjà avec assurance des milliers de kilomètres d'océan, sans boussole, ni carte de navigation, ni aucune instruction écrite. Leurs seuls outils étaient les étoiles, les vents, les courants océaniques et une profonde compréhension des lois naturelles, transmises de génération en génération. La question qui a passionné les scientifiques pendant des siècles est la suivante. D'où sont venus ces pionniers de l'océan Pacifique? Grâce à de nombreuses recherches et à la comparaison de données archéologiques, anthropologiques et génétiques, nous pouvons enfin répondre à cette question. Aujourd'hui, la plupart des experts s'accordent à dire que les premiers colons de l'île de Pâques sont arrivés entre l'an 700 et l'an 1200 de notre ère. On suppose que leur point de départ étaient les îles Marquises, situées à environ 3500 km au nord-ouest de Rapa Nui. C'est de là, poussés par la nécessité ou la soif de découverte, qu'ils sont partis pour un long voyage à la recherche de nouvelles terres. Mais qu'est-ce qui a poussé les Polynésiens à se lancer dans une expédition aussi risquée? Les chercheurs ont plusieurs hypothèses à ce sujet. Selon l'une d'elles, la raison de cette migration était la surpopulation et l'épuisement des ressources de leurs îles d'origine. Une autre version suggère que des conflits intertribaux pourraient avoir contraint un groupe à quitter ces terres à la recherche d'un refuge sûr. Quelle que soit la véritable raison, une chose reste incontestable. Le courage et le savoir-faire maritime de ces anciens navigateurs suscitent encore aujourd'hui l'admiration. Que s'est-il passé après l'arrivée des premiers colons sur l'île? Ont-ils pu créer une société durable et quelles difficultés ont-ils dû surmonter? Il existe également une troisième hypothèse, peut-être la plus romantique de toutes, qui suggère que la migration vers l'île de Pâques était un acte d'exploration délibéré, dans l'esprit des grands explorateurs de l'Antiquité. La force motrice de ces personnes était le désir de repousser les limites du monde connu, de trouver de nouvelles terres où s'installer, de construire une nouvelle vie et de créer une culture unique. Les études anthropologiques modernes, et en particulier génétiques, révèlent une page inattendue et surprenante de l'histoire de Rapa Nui, en découvrant un lien mystérieux entre les habitants de l'île et les peuples d'Amérique du Sud. Au milieu du XXe siècle, l'éminent chercheur norvégien Thor Heyerdahl a avancé une hypothèse qui a suscité de vives discussions dans les cercles scientifiques. Il affirmait que les premiers colons de l'île de Pâques pouvaient être venus non pas de Polynésie, comme on le pensait auparavant, mais du territoire de l'Amérique du Sud. Pour étayer sa théorie, il a entrepris la célèbre expédition sur le radeau Kon-Tiki, construit en bois de balsa à l'image des anciens Indiens d'Amérique du Sud. Malgré la traversée réussie de l'océan Pacifique des côtes du Pérou à la Polynésie, la plupart des anthropologues et des archéologues ont initialement accueilli l'hypothèse de Heyerdahl avec scepticisme. Néanmoins, des recherches et des découvertes ultérieures ont montré que les liens de l'île de Pâques avec l'Amérique du Sud sont beaucoup plus profonds et complexes qu'on ne le pensait auparavant. La preuve la plus convaincante confirmant le lien avec l'Amérique du Sud réside dans les découvertes et les études génétiques menées au cours du XXIe siècle. Dans le code génétique des habitants de Rapa Nui, à la surprise des scientifiques, des traces d'origine sud-américaine ont été découvertes. De plus, les données indiquent que le contact entre les habitants de l'île et l'Amérique du Sud a eu lieu bien avant l'arrivée des Européens dans l'océan Pacifique, peut-être entre le XIIIe et le XVe siècle. Cela suggère que les anciens Polynésiens n'ont pas seulement exploré les vastes étendues de l'océan,
mais ont également effectué de longs voyages dans les deux sens, en maintenant des liens actifs avec les peuples d'un autre continent. Les découvertes archéologiques sur l'île confirment également l'existence de liens avec l'Amérique du Sud. En particulier, une variété de patates douces, la patate douce, qui provient d'Amérique du Sud et n'avait jamais été trouvée auparavant en Polynésie, a été découverte à Rapa Nui. Mais plus intrigant encore est le fait que sur les côtes du Pérou et du Chili, les archéologues ont trouvé à plusieurs reprises d'anciens os de poulet génétiquement liés aux espèces d'oiseaux polynésiennes. Les poulets étaient des volailles domestiques en Polynésie, et leur découverte sur le continent américain pose une question sérieuse aux chercheurs. Qui a traversé l'immense océan Pacifique et combien de fois ce voyage a-t-il été effectué dans les deux sens? Cependant, la preuve la plus étonnante et la plus mystérieuse reste peut-être l'art des anciens habitants de Rapa Nui. Certains scientifiques notent une similitude dans les représentations et les motifs de l'art des insulaires avec l'art des civilisations précolombiennes d'Amérique du Sud. Une attention particulière est attirée par la représentation d'un homme assis dans une position caractéristique des anciennes cultures andines. Des sculptures similaires ont été trouvées à la fois sur l'île de Pâques et sur le continent, ce qui amène à réfléchir à un possible échange culturel, à un échange d'idées, de mythes et même de pratiques religieuses entre des peuples que l'on a longtemps considérés comme totalement isolés les uns des autres. À ce jour, la question de l'interaction entre l'île de Pâques et l'Amérique du Sud reste ouverte et suscite de vives discussions. La plupart des chercheurs modernes s'accordent à dire que la civilisation de Rapa Nui s'est formée sur une base polynésienne, mais des contacts réguliers avec l'Amérique du Sud pourraient avoir eu une influence significative sur son développement culturel. Il est fort possible que les voyages à travers l'océan aient été rares, risqués et épisodiques, mais ils ont tout de même laissé leur empreinte sur les gènes et la culture des insulaires. Cependant, les habitants de l'île de Pâques avaient eux-mêmes une version non moins fascinante de la façon dont ils sont arrivés sur cette terre. Selon la légende locale, l'histoire de Rapa Nui commence dans un pays mythique lointain, Hiva, situé quelque part à l'ouest, au cœur de la Polynésie. Hiva était une terre prospère et fertile, où les gens vivaient dans l'abondance et le bien-être. Mais avec le temps, des périodes de discorde, de querelles intestines et de guerres destructrices sont arrivées. Le chef Otu Matua, souverain de l'une des tribus, a reçu d'un sage un rêve prophétique dans lequel il était averti d'une catastrophe imminente. Dans son rêve, le sage lui a montré une île lointaine au milieu de l'océan infini, qui devait devenir le salut de son peuple. Otu Matua a cru à la prophétie. Il a rassemblé ses hommes les plus fidèles et a ordonné de construire d'énormes pirogues de mer, capables de supporter un long voyage à travers l'océan. Avec lui, il a décidé d'emmener toute sa famille, des plantes, des animaux et tout le nécessaire pour une nouvelle vie. Plusieurs pirogues sont parties en voyage, dont le navire du chef lui-même, rempli d'objets sacrés et de reliques. Le voyage a été incroyablement difficile et long. La légende raconte que les voyageurs s'orientaient grâce aux étoiles et aux oiseaux volant haut dans le ciel, écoutaient la voix de l'océan et s'efforçaient de ne pas perdre la bonne direction. On parlait même de l'existence d'un oiseau légendaire, envoyé par les dieux, qui indiquait le chemin vers une nouvelle terre. Otu Matua et son peuple ont-ils réussi à atteindre l'île promise? Et qu'est-ce qui les attendait sur cette nouvelle terre? Au cours de ce voyage périlleux, ils furent confrontés à des tempêtes déchaînées, à des calmes plats épuisants et à des moments de profond désespoir, où il semblait que la prophétie n'était qu'une illusion. Mais enfin, après d'innombrables jours et nuits, l'horizon dévoila la terre tant espérée, celle décrite dans le rêve prophétique. La légende a également transmis le nom de la baie où accostèrent les pirogues des migrants. Anakena est un lieu qui subsiste encore aujourd'hui sur l'île de Pâques. C'est ici, sur une plage de sable blanc immaculé, bordée de cocotiers, que Otu Matua posa le pied pour la première fois.
Il fut le premier à débarquer, devenant le fondateur de la colonie et, selon la légende, le premier roi de l'île. La légende poursuit son récit, racontant comment Hotomatua et ses compagnons partagèrent de l'île en différents territoires, fondant des tribus qui devinrent les ancêtres de toutes les générations suivantes de Rapa Nui. Chaque lignée, chaque famille de l'île pouvait par la suite faire remonter son arbre généalogique directement à Hotomatua lui-même. Ainsi, ce mythe ne se contentait pas de raconter l'exploit héroïque d'un seul homme, mais il unissait tous les habitants de l'île, leur donnant un sentiment de racines communes et d'un destin partagé. Cependant, une question se pose naturellement. La légende de Hotomatua est-elle un fait historique ou simplement une image poétique créée pour expliquer l'origine du peuple? Les historiens et anthropologues modernes estiment que de telles légendes comportent toujours une part d'événements réels qui, avec le temps, se sont transformés et ont acquis un caractère mystique au cours de la transmission orale de génération en génération. Il est fort probable que Hotomatua ait été une personnalité historique réelle, peut-être un chef influent, qui a mené la grande migration de son peuple. La légende de la migration a pu s'ancrer dans la mémoire collective des insulaires précisément parce qu'elle reflétait des événements historiques réels. Aujourd'hui, grâce aux recherches archéologiques, nous savons que la plage d'Anakena fut bien l'un des premiers lieux de peuplement de l'île. On y a découvert des traces des plus anciens établissements, ce qui fait écho de manière étonnante au mythe, confirmant son éventuelle base historique. Bien sûr, il est impossible d'affirmer avec certitude que Hotomatua a existé tel que la légende le décrit. Mais une chose est parfaitement claire. Pour le peuple Rapa Nui, il n'était pas simplement un personnage du passé, il était le symbole du début de leur civilisation unique. Au fil des générations, cette île isolée s'est transformée en un véritable paradis, où une civilisation unique a prospéré, réussissant à s'adapter aux conditions locales et à créer un mode de vie tout à fait original. Tout cela se passait avant même l'apparition des célèbres géants de pierre, les Moai. Les premiers habitants de Rapa Nui s'installèrent sur les portions fertiles du littoral, en particulier dans la baie d'Anakena, entourée de denses palmeraies et disposant d'un accès aisé à l'océan. C'est là que les archéologues ont découvert d'anciens villages, témoignant que la vie des insulaires était inextricablement liée à la mer et aux ressources naturelles de l'île. Les Rapa Nui ont parfaitement maîtrisé la pêche et la chasse aux oiseaux marins, en utilisant de longues et robustes pirogues habilement creusées dans le bois de palmiers géants. Grâce à leur maîtrise de la navigation et à leur connaissance approfondie de l'océan, les pêcheurs pouvaient s'aventurer loin en mer, récoltant poissons et autres produits marins qui constituaient une part essentielle de leur régime alimentaire quotidien. Mais l'agriculture n'était pas moins importante. Sur de petites parcelles de terre soigneusement cultivées, les habitants de l'île cultivaient des patates douces, des bananes et de la canne à sucre, apportées sur l'île par leurs ancêtres. Les travaux agricoles étaient accompagnés de rituels et de cérémonies, destinés à s'assurer du soutien des esprits de la fertilité et des ancêtres décédés. Une place particulière dans la culture des insulaires était accordée au culte des ancêtres et des esprits de la nature, qui constituaient le fondement de leur vie sociale et religieuse. Avant même la création des statues monumentales, une tradition d'érection de plateformes de pierre spéciales, connue sous le nom d'Ahu, apparut sur l'île. Ces plateformes n'étaient pas de simples constructions cérémonielles, mais aussi d'importants centres de vie sociale, des lieux de culte et de communication avec les esprits des ancêtres. Autour des Ahu, les familles et les tribus se rassemblaient pour organiser des fêtes, des rites et des célébrations dédiés aux événements importants de la vie de la communauté. Les premiers Ahu étaient de simples plateformes de pierres et de coraux, mais ils se sont progressivement transformés en des constructions architecturales plus complexes. Les cérémonies des habitants de Rapa Nui étaient étroitement liées au cycle naturel.
Par exemple, il existait des rituels liés au début de la saison des pluies, au début des travaux agricoles, à la récolte, à la capture de certaines espèces de poissons ou à la migration des oiseaux marins. Ces cérémonies étaient vivantes, expressives et accompagnées de chants, de danses et de représentations théâtrales. Les prêtres et les anciens, qui possédaient des connaissances et une autorité particulière, jouaient un rôle important dans les rites, aidant la tribu à maintenir l'harmonie entre les hommes et les esprits de la nature. Le savoir-faire des artisans Rapanui mérite une attention particulière. Avant l'apparition des Moai, les habitants de l'île étaient des sculpteurs habiles sur bois et os d'animaux marins, ainsi que des artisans compétents dans la fabrication de bijoux à partir de coquillages, de coraux et de pierres colorées. Ces œuvres d'art reflétaient leur vision du monde, leurs mythes et leurs légendes, et servaient également d'importantes fonctions sociales et religieuses. Qu'est-ce qui a incité les habitants de l'île de Pâques à passer de la création de petits objets rituels à la création d'énormes statues de pierre, qui ont rendu cette île célèbre dans le monde entier? Et quels secrets cachent ces énigmatiques géants de pierre? Ces objets se distinguaient non seulement par leur élégance, mais aussi par leur profonde signification symbolique. Les ornements rituels en plumes d'oiseaux, les colliers en dents de requin et les boucles d'oreilles massives en obsidienne volcanique soulignaient le statut et l'appartenance d'une personne à une lignée ou à une tribu particulière. Cependant, un élément véritablement étonnant de cette culture fut la création d'un système d'écriture unique, connu sous le nom de Rongorongo. Ce système n'est pas seulement mystérieux, il est unique à l'échelle de toute l'Océanie, représentant la seule écriture inventée par un peuple polynésien bien avant l'arrivée des Européens. Les écritures Rongorongo frappent par leur forme inhabituelle et leur complexité d'exécution. Les symboles ressemblent à des images miniatures de personnes, d'oiseaux, d'animaux, de poissons, ainsi qu'à divers phénomènes naturels et signes abstraits. On dirait que les tablettes de bois sont remplies d'hiéroglyphes mystérieux, dont le sens est à jamais perdu dans les profondeurs des siècles. Le nom même de Rongorongo, dans la langue Rapanui, signifie littéralement « lire à haute voix » ou « lecture chantée », ce qui suggère que ces textes étaient autrefois destinés à être prononcés rituellement ou interprétés sous la forme d'anciens chants. Les textes Rongorongo étaient gravés sur des tablettes de bois à l'aide de dents de requin ou de morceaux pointus d'obsidienne volcanique, puis précieusement conservés dans les maisons des prêtres et des chefs. Le plus étonnant de ces tablettes est leur mode de lecture. Les inscriptions étaient réalisées selon un principe particulier connu sous le nom de boustrophédon, c'est-à-dire que les lignes étaient écrites alternativement de droite à gauche et de gauche à droite, les signes étant inversés lors du changement de direction. Cette particularité inhabituelle complique encore le processus de déchiffrement et pose des questions supplémentaires aux chercheurs. Un peu plus d'une vingtaine de tablettes de bois contenant des textes Rongorongo ont été conservées jusqu'à nos jours, dispersées dans les musées du monde entier, de l'Europe à l'Amérique, en passant par le Chili. Cependant, aucune de ces tablettes n'a été entièrement déchiffrée. Malgré les nombreuses tentatives entreprises au cours des 150 dernières années par les meilleurs linguistes, historiens et cryptographes du monde, personne n'a réussi à percer leur secret. Les écritures semblent silencieuses, défiant la science moderne et préservant l'énigme de l'île de Pâques. Parmi toutes les tablettes, l'une possède une histoire particulière, enveloppée d'une aura de mystère et de circonstances dramatiques. Cette tablette, connue sous le nom de Mamari, a été découverte par des missionnaires au milieu du XIXe siècle. Son propriétaire initial était un ancien Rapanui, l'un des derniers détenteurs de la langue ancienne. Peu de temps après que les missionnaires eurent obtenu cette tablette, un violent incendie se déclara dans la maison où étaient conservés la plupart des textes Rongorongo. Presque tous les autres documents anciens de l'île furent détruits par le feu,
et l'histoire et les connaissances uniques de l'ancien peuple furent perdues à jamais. Mais la tablette Mamari échappa miraculeusement aux flammes. Les missionnaires l'emmenèrent d'abord à Tahiti, puis elle arriva en Europe et se retrouva dans les collections de divers musées, parcourant un incroyable voyage du lointain Rapa Nui au vieux continent. Depuis lors, les scientifiques ont tenté à plusieurs reprises de percer son sens, espérant que cette tablette contient la clé de la compréhension de tous les autres textes Rongorongo. L'intérêt pour l'écriture énigmatique de l'île de Pâques est particulièrement vif aujourd'hui, car le déchiffrement du Rongorongo pourrait ouvrir au monde des pages inconnues de l'histoire des Rapa Nui, faire la lumière sur les raisons de la création des statues de pierre et expliquer beaucoup de choses sur la vie des anciens insulaires. Mais, malgré les technologies modernes, l'analyse informatique et l'étude approfondie, les textes gardent toujours leurs secrets, obligeant les chercheurs à y revenir sans cesse. Au fil du temps, la culture de l'île de Pâques a commencé à se transformer, et entre le XIe et le XVIe siècle de notre ère, quelque chose est apparu qui a changé à jamais son histoire et est devenu l'une des énigmes les plus fascinantes du monde antique. Il s'agit des célèbres statues de pierre. Mais avant de nous plonger dans l'étude du sens et de la destination de ces géants, il est nécessaire d'examiner attentivement le lieu où ces géants de pierre sont nés, la mystérieuse carrière volcanique de Rano Raraku. C'est ici, au milieu d'anciennes collines et de pentes volcaniques, que se trouve un véritable atelier de pierre sans équivalent dans le monde. La carrière de Rano Raraku est un volcan éteint qui a servi d'atelier et de berceau pour les Moai pendant plusieurs siècles. C'est ici que les artisans Rapa Nui ont créé leurs géants de pierre, les sculptant soigneusement directement dans le tuf volcanique tendre. C'est ici, sur les pentes du volcan, que l'on peut encore voir aujourd'hui des centaines de statues figées à différents stades de traitement. Certaines sont à peine reconnaissables dans un contour grossier, d'autres sont entièrement achevées et détachées de la roche, comme si elles attendaient le moment où elles seront transportées sur la côte. Au total, on y trouve plus de 400 statues, et chaque sculpture semble être un témoin silencieux de l'époque où une ancienne civilisation prospérait encore sur l'île. Comment les anciens maîtres ont-ils créé leurs œuvres impressionnantes? Le travail sur une statue commençait directement dans la roche. En utilisant des outils primitifs, tels que de petits marteaux en pierre de basalte et des ciseaux en obsidienne, les anciens maîtres libéraient progressivement la figure Moai de la roche volcanique. Le travail se faisait de haut en bas. La première étape consistait à créer la tête et un visage expressif, puis apparaissait progressivement le torse et les bras, croisés sur le ventre dans une pose rituelle caractéristique. Ce processus pouvait prendre plusieurs années, et l'achèvement des statues les plus grandes nécessitait les efforts de familles entières, voire de générations d'artisans. Chaque Moai est unique, les statues diffèrent les unes des autres par leurs traits de visage, leurs dimensions et leurs détails. Cependant, parmi les statues créées à Rano Raraku, il existe des figures particulières qui recèlent encore des mystères. Au fond de la carrière se trouvent plusieurs statues inachevées, parmi lesquelles se distingue le plus grand Moai, un géant d'environ 20 et 1 mètre de haut et pesant environ 200 tonnes. Il n'a jamais été complètement détaché de la roche et gît encore, tel un géant oublié, sur le flanc du volcan. C'est autour de telles statues que se posent les principales questions. Pourquoi les anciens maîtres, après avoir accompli un travail si complexe et si long, l'ont-ils soudainement interrompu et ont-ils laissé inachevé des créations aussi impressionnantes? Les scientifiques proposent plusieurs versions pour expliquer cette étrangeté. Certains pensent que l'arrêt soudain des travaux à Rano Raraku a été causé par d'importants conflits sociaux ou une guerre qui a éclaté parmi les habitants de l'île. D'autres pensent que la cause en était des catastrophes écologiques, par exemple la disparition soudaine des forêts, qui a entraîné une pénurie de ressources et l'impossibilité de poursuivre un travail aussi laborieux.
Une troisième catégorie de chercheurs évoque une crise spirituelle, lorsque le peuple Rapa Nui a pu être déçu par les anciens dieux et cultes et a cessé de créer des statues, estimant qu'elles ne pouvaient plus l'aider à lutter contre la dure réalité. Outre les hypothèses scientifiques et les découvertes archéologiques, les habitants de l'île de Pâques ont transmis de génération en génération d'étonnantes légendes, dans lesquelles les Moai n'étaient pas de simples statues de pierre, mais des êtres dotés d'une force particulière et vivant leur propre vie secrète. Parmi la multitude de ces traditions, il existe une histoire étonnante qui raconte l'histoire d'un Moai qui s'est un jour animé et est devenu le protecteur de toute l'île de Rapa Nui. Selon cette légende ancestrale, bien avant que les Européens ne découvrent l'île de Pâques, vivait à Rapa Nui un maître sculpteur talentueux et sage. Il était réputé pour son art de créer des Moai, et chacune de ses statues était considérée comme particulièrement belle et expressive. On disait que le maître mettait dans ces géants de pierre non seulement un travail physique, mais aussi une parcelle de sa propre âme. Un jour, un violent conflit éclata sur l'île entre deux tribus rivales, menaçant de détruire la vie paisible et de conduire à une ruine totale. La guerre s'intensifiait de plus en plus et personne ne pouvait plus arrêter l'effusion de sang. Alors, les habitants de l'île, désespérés, vinrent trouver le vieux maître et lui demandèrent de s'adresser aux esprits des ancêtres pour qu'ils aident à arrêter la terrible querelle. Voyant la souffrance de son peuple, le sage maître décida de faire appel aux forces anciennes. Il se rendit à sa plus grande création, un immense Moai qui se dressait sur une plateforme près de la côte, et pria longuement, s'adressant aux esprits des ancêtres pour qu'ils protègent l'île du malheur. Les anciens des tribus ne faisaient que secouer la tête et ne croyaient pas à la possibilité d'un succès. Mais à l'aube du jour suivant, un événement incroyable se produisit. Les habitants virent l'énorme statue de pierre, apparemment, se mettre en mouvement. Ses yeux s'illuminèrent, ses épaules de pierre tremblèrent, et le géant descendit lentement de sa plateforme et se dirigea vers les troupes. Les guerriers stupéfaits, voyant le Moai animé, saisis d'horreur et de vénération, déposèrent leurs armes et mirent fin à la bataille. Le géant de pierre traversa les champs de bataille et s'arrêta à la frontière même entre les deux tribus, comme pour les avertir que toute tentative de poursuivre le conflit marquerait le début de la fin de tout le peuple Rapa Nui. On disait que son regard possédait une telle force et une telle sagesse que personne ne pouvait le regarder dans les yeux sans crainte ou sans un profond sentiment de regret. Après cet événement, la paix revint sur l'île. Les habitants reconnaissants réinstallèrent la statue à sa place, et elle se figea à nouveau, se transformant en pierre et revenant à son état silencieux. Mais depuis lors, ce Moai était vénéré par les Rapa Nui comme le protecteur et le gardien de l'île, capable, dans les moments les plus difficiles, de revivre et de défendre son peuple. L'un des sujets les plus mystérieux et les plus passionnants liés au Moai est la question de savoir comment les anciens habitants de l'île de Pâques déplaçaient et installaient ces géants de pierre à travers l'île. En effet, certains Moai installés atteignaient des dimensions incroyables, jusqu'à 10 voire 15 mètres de hauteur, et pesaient plusieurs dizaines de tonnes. Comment les insulaires, qui ne disposaient pas de mécanismes puissants, pouvaient-ils transporter avec succès ces statues gigantesques de la carrière de Rano Raraku sur des dizaines de kilomètres, puis les installer sur des plateformes de pierre le long de la côte? Depuis la découverte de l'île de Pâques, les scientifiques ont à plusieurs reprises avancé diverses hypothèses pour expliquer cette énigme. Quelles sont les théories les plus plausibles et quelles nouvelles découvertes ont été faites ces dernières années qui éclairent ce mystère ancestral? La version la plus répandue et longtemps acceptée était l'hypothèse selon laquelle les Moai étaient transportés sur des traîneaux en bois, se déplaçant sur des rondins de palmiers.
Selon cette hypothèse, les habitants abattaient des arbres, disposaient les troncs en travers de la route, puis déplaçaient prudemment les statues, couchées horizontalement. Cette méthode semblait la plus réaliste, mais les archéologues se sont rapidement heurtés à une contradiction importante. On n'a pas trouvé sur l'île suffisamment de routes ou de réserves de bois pour transporter des centaines d'énormes figures de pierre de cette manière. De plus, une telle méthode nécessitait un nombre énorme de personnes et de ressources dont l'île a toujours disposé en quantité limitée. Peu à peu, une autre théorie s'est répandue, qui, au début, semblait tout à fait incroyable, voire fantastique. Elle s'appuyait sur une ancienne légende locale, selon laquelle les Moaïs se rendaient eux-mêmes à leur destination sous l'effet de sorts magiques et de prières de prêtres. Bien sûr, il est difficile de prendre cela au pied de la lettre, mais certains chercheurs ont suggéré que cette légende cachait une technologie de déplacement bien réelle, dans laquelle les statues marchaient littéralement sur le sol. Au début du XXIe siècle, des chercheurs américains et chiliens ont mené une série d'expériences uniques pour vérifier cette théorie inhabituelle. Ils ont créé une copie exacte du Moai, correspondant aux dimensions et aux proportions des originaux, et à l'aide de cordes et d'un petit groupe de personnes, ont commencé à essayer d'imiter son mouvement. La statue était attachée avec des cordes à la tête et aux épaules, et était prudemment balancée d'un côté à l'autre, comme pour la faire passer d'un côté à l'autre. Le résultat fut surprenant. La statue marcha réellement, comme si elle marchait lentement sur le sol, bien que son poids fût de plusieurs tonnes. Cette expérience a montré que les anciens habitants de Rapa Nui pouvaient utiliser une telle méthode qui nécessitait beaucoup moins de bois et de ressources humaines qu'on ne le pensait auparavant. De plus, elle explique la forme étrange de la base de nombreuses statues qui ont un fond arrondi, ce qui est idéal pour un tel déplacement. L'utilisation d'une telle technique de marche pour déplacer les Moai explique également la légende locale selon laquelle les statues se rendaient elles-mêmes à la mer. Aujourd'hui, les scientifiques continuent de discuter activement de la méthode exacte utilisée par les anciens insulaires, et il n'y a toujours pas de consensus définitif. Il est fort probable que les habitants de l'île de Pâques aient pu utiliser différentes méthodes de déplacement des statues. Le roulement sur des rondins, le déplacement vertical en marchant et même des techniques combinées en fonction de la taille de la statue et de la distance à laquelle elle devait être transportée. Quand on pense aux statues de l'île de Pâques, on imagine immédiatement les têtes de pierre géantes qui s'élèvent au-dessus du sol. C'est sous cette forme que les Moai sont le plus souvent représentés sur les photos, dans les livres et les films. Cependant, pendant longtemps, peu de gens se sont doutés que ces statues avaient des corps entiers, cachés sous une couche de terre et de temps. La découverte qui a changé la représentation des Moai s'est produite relativement récemment. Pendant de nombreuses années, les voyageurs, les chercheurs et les archéologues ont cru qu'il ne s'agissait que de têtes installées à la surface de l'île. Cependant, au cours de fouilles plus détaillées, il est devenu clair que de nombreuses statues s'enfoncent dans le sol sur plusieurs mètres et que de mystérieuses images et symboles ont été conservés sur leur dos. Bien que les habitants aient toujours été conscients de l'existence des parties souterraines des Moai, le grand public n'en a pris connaissance qu'au XXe siècle. Les premières preuves documentées sont apparues en 1914, lorsque la chercheuse britannique Catherine Routledge a constaté que certaines statues avaient des torses cachés. Mais ces travaux sont restés peu connus. La véritable sensation s'est produite au début du XXIe siècle, lorsqu'une équipe d'archéologues dirigée par Johann van Tilburg a entrepris des fouilles à grande échelle. Les scientifiques ont choisi d'étudier plusieurs statues partiellement enfouies dans la carrière de Rano Raraku, d'où proviennent la plupart des Moai. Lorsqu'ils ont commencé à creuser dans le sol, ils ont découvert que les statues continuaient vers le bas sur plusieurs mètres, formant des torses complets avec des bras tendus le long du corps. La question se pose. Pourquoi d'énormes statues se sont-elles retrouvées enfouies dans le sol?
Les scientifiques proposent plusieurs explications. L'une des raisons est l'érosion naturelle. L'île de Pâques est soumise à des vents violents et à des pluies qui, pendant des centaines d'années, ont emporté la couche arable, ensevelissant progressivement la partie inférieure des statues. Ce processus a été particulièrement visible dans la carrière de Rano Raraku, où les conditions naturelles ont favorisé une accumulation rapide du sol. Une autre hypothèse est liée aux pratiques rituelles. Il est possible qu'une partie des statues ait été intentionnellement enterrée par les anciens insulaires. Cela pourrait être lié à un changement de croyance religieuse ou à des tentatives de protéger les Moai de la destruction. Enfin, certaines statues pourraient tout simplement être restées dans le sol pendant le processus de création. De nombreuses statues inachevées sont restées dans la carrière, ce qui explique pourquoi elles sont si profondément enfouies dans le sol. Mais que représentaient donc ces images énigmatiques gravées sur le dos des Moai, et quel rôle jouaient-elles dans la culture des anciens habitants de l'île? Et qu'est-ce qui a conduit au déclin de la civilisation qui a créé ces géants de pierre? La découverte la plus inattendue fut celle de motifs et symboles sculptés sur le dos de certains Moai. Ces pétroglyphes contiennent des symboles mystérieux qui pourraient éclairer les rituels et les croyances des anciens habitants de l'île. L'un des motifs les plus courants est celui de symboles annulaires qui, selon certains chercheurs, pourraient être liés au culte des ancêtres. On trouve également des représentations de paumes et de longues lignes courbes ressemblant à des canoës. Ces dernières sont interprétées comme un reflet possible de l'importance de la navigation pour les Rapa Nui, ou comme un rappel symbolique du voyage de leurs ancêtres à travers l'océan Pacifique. L'hypothèse selon laquelle certains des symboles découverts pourraient appartenir au système d'écriture Rongorongo suscite le plus grand intérêt. Certains archéologues se montrent sceptiques quant à cette version, car le Rongorongo était utilisé sur des tablettes de bois et avait une structure linéaire. Cependant, un certain nombre de chercheurs, comme Stephen Fisher, suggèrent que des éléments de cette écriture pourraient avoir existé sous forme de symboles sacrés bien avant son apparition sous forme écrite. Depuis l'arrivée des premiers explorateurs sur l'île de Pâques, les débats n'ont cessé sur la signification des Moai pour les anciens habitants de l'île. Ces géants de pierre n'étaient pas de simples œuvres d'art ou des objets de culte aléatoires. Leur création exigeait des efforts incroyables et leur emplacement sur l'île obéissait à un système rigoureux. La plupart des chercheurs s'accordent à dire que les Moai étaient liés au culte des ancêtres et étaient des symboles de la force spirituelle, connus dans la culture polynésienne sous le nom de mana. Dans les représentations des anciens Rapa Nui, après la mort, les chefs et les membres importants de la société ne disparaissaient pas simplement, ils devenaient les protecteurs de leurs descendants. Leurs esprits conservaient une influence sur les vivants, leur accordant chance, protection et fertilité, mais pouvaient aussi les priver de leur bénédiction si les descendants violaient les traditions ou profanaient les lieux sacrés. Les Moai jouaient, selon toute vraisemblance, le rôle d'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des ancêtres. En érigeant des statues de pierre, les Rapa Nui non seulement perpétuaient le souvenir des figures importantes du passé, mais tentaient également de retenir leur force à leur côté. Chaque statue représentait probablement un ancêtre ou un chef spécifique qui, de son vivant, possédait une forte mana. Installées sur des plateformes de pierre spéciales, elles devenaient des objets de rituel et de cérémonie. Plus la statue était haute et massive, plus le clan qui l'avait érigée était considéré comme puissant. Cela pouvait conduire à une sorte de compétition entre les clans, qui s'efforçaient d'ériger des Moai aussi majestueux que possible. Avec le temps, leur taille augmenta et le processus de construction et de transport devint de plus en plus complexe, ce qui témoigne de la grande importance des statues dans la société. L'une des caractéristiques les plus intéressantes des Moai est leur orientation.
Presque toutes les statues connues sont tournées vers l'intérieur de l'île et non vers l'océan. Si leur but était de se protéger des menaces extérieures, il serait logique de supposer qu'elles auraient dû regarder vers la mer, comme si elles gardaient l'île contre les ennemis. Cependant, leurs regards sont dirigés vers les anciens établissements et les zones agricoles. Cela suggère que leur tâche n'était pas de repousser les menaces extérieures, mais de protéger et de bénir l'île elle-même et ses habitants. Les Moai semblaient observer leurs descendants, contrôlant et protégeant leur vie. Il n'y a qu'une seule exception sur toute l'île, la plateforme Ahu Akivi, sur laquelle sont installées 7 statues tournées vers l'océan. Cela a donné lieu à de nombreuses hypothèses. Selon une légende locale, ils représentent les 7 éclaireurs que le chef légendaire Otu Matua a envoyés sur l'île avant même qu'elle ne soit habitée. Cependant, les recherches modernes montrent que leur orientation pourrait être liée à l'astronomie. Lors des équinoxes de printemps et d'automne, le soleil se couche exactement devant ces Moai, ce qui pourrait signifier leur lien avec les cycles calendaires et religieux. Il existe également des preuves que les Moai jouaient un rôle dans le système de pouvoir. Plus un clan contrôlait de statues, plus son statut était élevé. Leur construction pouvait être une forme de démonstration de la force et de la richesse du clan, et les maintenir en bon état était une obligation importante des descendants. Si un clan s'affaiblissait, ses ennemis pouvaient renverser ses Moai, privant symboliquement le clan de la protection de ses ancêtres. C'est peut-être à cela qu'est liée la période de renversement massif des statues qui s'est produite à la fin de l'histoire de l'île. Outre leur signification religieuse et sociale, les Moai pouvaient également jouer un rôle dans les rites cultuels liés à l'agriculture. Certains archéologues notent que les plus grandes plateformes avec des statues sont situées à proximité d'anciens champs agricoles. Cela pourrait signifier que les statues participaient à des rituels liés à la fertilité, appelant les esprits des ancêtres à bénir la terre et à assurer une bonne récolte. Parmi les centaines de Moai qui restent sur l'île de Pâques, il y en a un dont le destin a été complètement différent. En quoi le destin de ce Moai est-il unique et quels événements ont conduit au déclin de la civilisation qui a créé ces géants de pierre? Il a quitté sa terre natale et s'est retrouvé dans l'Europe lointaine, devenant non seulement une pièce de musée, mais aussi un symbole de perte, d'oubli et d'aliénation culturelle. Il s'agit de Hoa Hakananaya, l'un des géants de pierre les plus énigmatiques et les plus importants de Rapa Nui. Hoa Hakananaya, que l'on peut traduire par « ami volé » ou « ami caché », a été taillé dans un touffe volcanique rougeâtre rare et installé sur une plateforme, probablement dans la région d'Oranga. En 1868, le navire britannique Topaz est arrivé sur l'île de Pâques. L'équipe de chercheurs, sous le commandement du capitaine Richard Powell, impressionné par les énormes statues, a décidé d'en emporter une en cadeau pour la reine Victoria. Le Moai a été retiré de la plateforme et difficilement chargé sur le navire, après quoi il est parti pour un voyage dont il ne reviendrait jamais. À son arrivée en Grande-Bretagne, la statue a été remise au British Museum, où elle a rapidement occupé l'une des places centrales de l'exposition. Pour les chercheurs occidentaux de l'époque, elle est devenue une sensation archéologique, un artefact exotique d'une civilisation lointaine. Cependant, pour les Rapa Nui eux-mêmes, sa perte est devenue un symbole de l'aliénation forcée de leur héritage culturel. Avec le temps, l'attitude envers cette relique a changé. Si, au XIXe siècle, elle était perçue comme une découverte curieuse, au XXIe siècle, Hoa Hakananaya est devenu un rappel du passé colonial et du pillage culturel de l'île. Pour les descendants des Rapa Nui, il reste non seulement une statue, mais aussi l'esprit des ancêtres, qui a été volé et se trouve maintenant en exil. Ces dernières années, les autorités de l'île ont demandé à plusieurs reprises son retour dans sa patrie,
soulignant que les Moai ne sont pas de simples monuments archéologiques, mais des porteurs vivants de leur identité culturelle. Les débats sur le retour de la statue se poursuivent. Le British Museum ne se dit pas encore prêt à se séparer de l'objet exposé, mais la tendance mondiale à la restitution des artefacts volés donne l'espoir qu'un jour la statue se retrouvera sur sa terre natale, parmi les descendants de ceux qui l'ont créée. La perte de Hoa Hakananaya est devenue pour les Rapa Nui un symbole non seulement du pillage colonial, mais aussi d'une profonde rupture avec leur propre passé. Cependant, cette rupture a commencé bien avant l'arrivée des Européens. Au moment où les premiers navires européens ont atteint l'île de Pâques, l'ancienne civilisation Rapa Nui traversait déjà une période de déclin complexe. Les statues géantes qui se dressaient sur leur plateforme depuis des siècles avaient été renversées, les anciennes traditions avaient été violées et la société elle-même était entrée dans une ère d'instabilité. Pendant longtemps, on a cru que la cause de cet effondrement était l'autodestruction écologique. Selon une théorie populaire, les habitants de l'île ont eux-mêmes scié la branche sur laquelle ils étaient assis. Afin de transporter les Moai, ils ont impitoyablement abattu les forêts, ce qui a conduit à la destruction de l'écosystème, à la famine et aux guerres intestines. Ce scénario, particulièrement mis en avant au milieu du XXe siècle, présentait Rapa Nui comme un avertissement à toute l'humanité, un exemple de civilisation qui s'est détruite par sa propre cupidité et son utilisation irrationnelle des ressources naturelles. Cependant, les recherches modernes montrent que la réalité était beaucoup plus complexe et que la version de l'autodestruction des insulaires est loin d'être vraie. L'hypothèse de l'effondrement écologique a été popularisée pour la première fois par les travaux de Jared Diamond, l'auteur du livre « Effondrement ». Il a suggéré que les Rapa Nui ont abattu toute la forêt pour transporter les statues, et lorsque les arbres ont disparu, ils ont perdu la possibilité de construire des bateaux, de pêcher et de maintenir l'agriculture. En conséquence, l'île a sombré dans le chaos, des guerres, une famine massive et le cannibalisme ont commencé. Pendant de nombreuses années, dans les cercles scientifiques, l'image de l'île de Pâques comme un lieu appauvri et sans vie, épuisé à l'extrême par la nature elle-même et par les mains de ses habitants, a dominé. Ce tableau était en grande partie basé sur les descriptions des premiers Européens arrivés sur l'île au XVIIIe siècle. Ils ont vu devant eux un lieu pratiquement dépourvu d'arbres, avec une végétation pauvre et des collines battues par les vents. Cependant, les recherches archéologiques modernes permettent de reconsidérer cette question. Les études des couches de sol menées au cours des dernières décennies ont donné des résultats inattendus. Les analyses paléobotaniques du pollen conservé dans les anciens dépôts ont montré qu'autrefois, l'île était recouverte de forêts denses, composées de plusieurs espèces de palmiers, dont le palmier de Pâques, une espèce aujourd'hui complètement disparue. Des traces d'autres plantes ont également été trouvées, indiquant un écosystème plus riche qu'on ne le pensait auparavant. Cependant, la question clé est de savoir à quelle vitesse et pourquoi ces forêts ont disparu. Ces dernières années, une hypothèse est apparue selon laquelle le rôle principal dans la disparition des forêts n'a pas été joué par les hommes, mais par les animaux qu'ils ont introduits. L'une des découvertes les plus curieuses dans ce contexte est liée à une expérience avec des noix de palmier. Les archéologues ont découvert dans les couches de sol une quantité importante de restes de noix de palmier de Pâques, mais presque toutes avaient été rongées par les dents de rat. Quel rôle ces rongeurs ont-ils donc joué dans le destin de l'île et qu'est-ce qui a réellement conduit au déclin de l'ancienne civilisation Rapa Nui? Cette découverte a donné naissance à l'hypothèse selon laquelle les rats introduits par les Polynésiens, en l'absence de prédateurs naturels, se sont rapidement multipliés et ont commencé à se nourrir activement des graines de palmier, empêchant ainsi leur régénération naturelle. Pour vérifier cette théorie, des chercheurs ont mené une expérience en laboratoire,
recréant les conditions dans lesquelles les anciens palmiers de l'île de Pâques auraient pu exister. Il s'est avéré que si la population de rats reste incontrôlée, elle peut détruire pratiquement 100% des graines de palmiers, les empêchant de germer. Cela signifiait que même si les gens abattaient des arbres, leur régénération naturelle était impossible en raison de l'impact destructeur des rongeurs. Ainsi, un nouveau regard sur l'histoire écologique de l'île de Pâques montre que le processus de perte de la forêt n'était pas tant le résultat d'une destruction consciente que le résultat de processus complexes, incluant à la fois l'activité humaine et les conséquences imprévues de l'introduction de nouvelles espèces. Dans le même temps, les données archéologiques montrent que même après la perte des forêts, les insulaires n'étaient pas totalement dépourvus de ressources. Ils ont développé des méthodes d'adaptation complexes, notamment les jardins de pierre, un système agrotechnique dans lequel les pierres volcaniques étaient utilisées pour retenir l'humidité du sol et protéger les plantes contre l'érosion éolienne. Cela prouve que les habitants de l'île étaient conscients de l'importance de l'écologie et ont pris des mesures pour préserver les ressources naturelles. De plus, aucune preuve de famine massive ou d'effondrement démographique soudain qui, selon les anciennes théories, aurait dû accompagner la catastrophe n'a été trouvée. Au contraire, des études indiquent que même après la disparition des forêts, les Rapa Nui ont continué à mener des activités économiques et ont maintenu une structure sociale stable jusqu'au contact européen. Cependant, à un moment donné, leur ordre social s'est fissuré, ce qui a conduit à l'un des événements les plus dramatiques de l'histoire de l'île, le renversement massif des Moai. Lorsque les Européens ont débarqué pour la première fois à Rapa Nui au XVIIIe siècle, ils ont vu des statues déjà effondrées, gisant face contre terre ou brisées en morceaux. Cela a suscité de nombreuses hypothèses. Les Moai ont-ils été détruits lors de guerres entre clans? Ou leur renversement était-il un acte de protestation spirituelle contre l'ancien système de croyance? La réponse à cette question reste un sujet de débat scientifique, mais les découvertes archéologiques aident à éclairer les événements qui ont conduit à l'effondrement de l'ancien ordre. Rapa Nui est resté longtemps une société basée sur un système de clans, où le pouvoir se transmettait de génération en génération et où le statut de chaque clan était confirmé par son Moai. Plus la statue était grande et imposante, plus le prestige du clan auquel elle appartenait était élevé. Cependant, au moment du contact européen, ce système avait déjà commencé à s'effondrer. L'analyse des données archéologiques montre que le renversement des Moai ne s'est pas produit d'un seul coup, mais s'est étalé sur plusieurs décennies. Les traces de destruction découvertes sur différentes plateformes indiquent que les statues ont été jetées avec une force variable. Certaines sont posées avec soin, comme si elles avaient été abaissées avec précaution, tandis que d'autres sont brisées en 1000 morceaux, comme si elles avaient été jetées intentionnellement d'une grande hauteur. Cela suggère que le renversement a pu se produire à la fois à la suite de conflits violents et d'un rejet conscient des anciennes traditions. Les luttes intestines pourraient être l'une des causes possibles de ce processus. L'affaiblissement du pouvoir central, la pénurie de ressources et l'intensification de la concurrence entre les clans pourraient avoir entraîné une flambée de violence. Si, auparavant, le statut d'un clan était déterminé par la taille de son Moai, en temps de crise, la destruction de la statue d'un rival pouvait devenir un acte symbolique démontrant sa défaite. Certains chercheurs pensent que le renversement des Moai pourrait être lié à une transformation spirituelle de la société. La perte progressive de la foi dans le pouvoir des ancêtres et leur protection pourrait avoir rendu les statues inutiles, voire même des reliques dangereuses du passé. À la même époque, le culte de Tangata Manu, l'homme-oiseau, prend de l'ampleur sur l'île et remplace en grande partie l'ancien système de vénération. Il est possible que les nouvelles croyances soient entrées en conflit avec les anciennes traditions, ce qui a conduit à la destruction massive des statues. Parmi les Rapa Nui,
une légende raconte l'histoire d'un chef qui a osé renverser le premier Moai, marquant ainsi le début de la destruction de l'ancien ordre. Cette histoire a été transmise de génération en génération, se remplissant de détails mystiques, et même aujourd'hui, elle reste une partie importante du folklore local. Selon la légende, le chef de l'un des clans puissants, dont le nom s'est perdu dans les siècles, est parvenu à la conviction que les Moai ne possédaient plus le pouvoir des ancêtres et n'étaient plus capables de protéger son peuple. Le chef a alors pris une décision radicale: détruire le symbole de l'ancien pouvoir et prouver que les géants de pierre ne possédaient pas de pouvoir divin. La nuit, au clair de lune, il se rendit avec ses guerriers sur l'une des plateformes où se dressait l'ancien Moai de son clan. Les hommes ont saisi les cordes fixées autour de la tête de la statue et ont commencé à tirer en criant. Le géant s'est lentement incliné, puis s'est effondré face contre terre avec un bruit sourd. Que s'est-il passé après le renversement des Moai et quelles nouvelles croyances ont envahi l'esprit des insulaires? Et comment l'histoire tragique de l'île de Pâques résonne-t-elle avec les problèmes auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui? À ce moment-là, selon la légende, la terre trembla et une rafale de vent traversa l'île, comme un avertissement des esprits des ancêtres. Le chef espérait que la destruction de la statue apporterait la puissance à son clan, mais il se trompait. Peu de temps après, sa famille s'est retrouvée entraînée dans une lutte intestine brutale. Certains disaient que c'était une conséquence naturelle de l'affaiblissement du pouvoir traditionnel, d'autres que le chef et ses descendants étaient maudits par les esprits dont l'image avait été détruite. Selon la légende, tous ses héritiers périrent dans des affrontements sanglants ou furent exilés, et lui-même mourut seul, restant à jamais dans la mémoire des Rapa Nui comme l'homme qui avait osé défier les ancêtres. Si la légende de la malédiction du chef reste du domaine du mythe, les traces des conflits violents qui ont accompagné la période de la chute des Moai sont bien réelles. Les recherches archéologiques ont montré qu'une vague de violence a commencé sur l'île à cette époque, confirmée par de nombreuses découvertes. Des armes en pierre, principalement des pointes acérées en obsidienne pour les lances et les javelots, ont été découvertes sur tout le territoire. Ces artefacts indiquent qu'une société, auparavant axée sur la construction et les rituels, s'est transformée en un champ de bataille pour la survie. De plus, l'analyse des restes trouvés dans les anciens villages a révélé des traces de blessures causées par des armes, ainsi que des fractures caractéristiques des combats au corps à corps. Tout cela témoigne que la fin de l'ère des Moai a été assombrie par une période d'affrontements sanglants. Outre les conflits internes et la destruction de l'ordre traditionnel, un autre facteur puissant a commencé à influencer le destin des Rapa Nui, les contacts avec le monde extérieur. Pendant des siècles, l'île est restée isolée et ses habitants ignoraient l'existence d'autres peuples. Mais à partir du XVIIIe siècle, des navires ont commencé à apparaître à l'horizon, et chaque nouvelle visite d'étrangers est devenue une épreuve pour Rapa Nui, modifiant le cours de son histoire. Ces rencontres avec le monde extérieur étaient loin d'être équitables. Elles ont apporté avec elles la violence, les maladies, l'esclavage et, en fin de compte, la transformation de l'île en colonie. Les premiers Européens à voir l'île de Pâques furent les marins de l'expédition hollandaise de Jacob Roggeveen, qui y arriva le 5 avril 1722. Le contact lui-même fut bref et loin d'être amical. Les Hollandais débarquèrent sur la côte, mais un conflit éclata rapidement entre eux et les habitants, au cours duquel plusieurs Rapa Nui furent tués. On ne sait pas exactement ce qui a provoqué l'affrontement. Peut-être que les insulaires ont essayé de voler quelque chose aux Européens ou, au contraire, les marins eux-mêmes se sont comportés de manière agressive. Quoi qu'il en soit, Roggeveen quitta bientôt l'île, laissant une première description de ses habitants et des mystérieuses statues de pierre. Plus de 50 ans plus tard, en 1774, le célèbre capitaine britannique James Cook arriva à Rapa Nui.
Son expédition a enregistré beaucoup plus de détails sur la vie des habitants que Roggeveen ne l'avait décrit. À cette époque, la civilisation Rapa Nui avait déjà subi des changements importants. Les Moai avaient été renversés, les clans désunis et la population, selon les témoins oculaires, semblait épuisée. Cook a noté que les habitants de l'île étaient pauvrement vêtus, que leurs habitations étaient extrêmement primitives et que leur nourriture était rare. Cette description a longtemps été utilisée comme preuve de l'effondrement de la civilisation insulaire, mais aujourd'hui, les chercheurs comprennent que les Européens ont peut-être surpris les Rapa Nui dans une période difficile de transformation sociale et non de déclin complet. Une véritable catastrophe pour la population de l'île a commencé au XIXe siècle, lorsque Rapa Nui s'est retrouvé entraîné dans la traite mondiale des esclaves. En 1862, des négriers péruviens, à la recherche de main-d'œuvre pour les mines, sont arrivés sur ces côtes. Les Rapa Nui, qui ne connaissaient rien du monde esclavagiste en dehors de leur île, sont devenus une proie facile. En peu de temps, environ 1500 insulaires, soit près de la moitié de la population totale, ont été capturés et envoyés au Pérou, où un travail acharné dans des conditions insupportables les attendait. Lorsque, quelques années plus tard, la communauté internationale a contraint les autorités péruviennes à mettre fin à la traite des esclaves, une partie des Rapa Nui a été renvoyée dans son pays d'origine. Cependant, sur plus de 1500 personnes enlevées, seules 15 ont réussi à revenir. Ces personnes ont ramené avec elles des maladies mortelles, la variole, la tuberculose et la dysenterie, contre lesquelles les habitants de l'île n'avaient aucune immunité. L'épidémie qui a éclaté peu après leur arrivée a emporté la vie de la plupart des personnes restées à Rapa Nui. À la fin du XIXe siècle, il ne restait plus qu'une poignée de survivants d'un peuple autrefois florissant, environ 150 personnes. De nombreuses traditions culturelles ont été perdues, l'écriture a été oubliée et l'île elle-même s'est progressivement transformée en territoire colonial. En 1888, elle est officiellement passée sous le contrôle du Chili, et ses habitants sont devenus des prisonniers sur leur propre terre, car une grande partie de l'île a été transformée en ferme d'élevage de moutons, et les Rapa Nui eux-mêmes sont devenus des ouvriers salariés privés de leurs droits. Mais même en ces temps difficiles, il y avait parmi les Rapa Nui des personnes qui étaient destinées à jouer un rôle important dans la préservation de leur culture. Comment ces rares survivants ont-ils réussi à préserver leur identité? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire tragique de l'île de Pâques pour construire un avenir durable? À cet instant précis, selon la légende, la terre se mit à trembler, et une bourrasque de vent traversa l'île, tel un avertissement des esprits des ancêtres. Le chef espérait que la destruction de la statue apporterait la puissance à son clan, mais il se trompait. Peu après, sa famille fut impliquée dans une lutte intestine impitoyable. Certains disaient que c'était une conséquence naturelle de l'affaiblissement du pouvoir traditionnel, d'autres que le chef et ses descendants étaient maudits par les esprits dont l'image avait été détruite. Selon la tradition, tous ses héritiers périrent dans des affrontements sanglants ou furent exilés, et lui-même mourut dans la solitude, restant à jamais dans la mémoire des Rapa Nui comme celui qui avait osé défier ses ancêtres. Si la légende de la malédiction du chef reste du domaine du mythe, les traces des conflits violents qui ont accompagné la période de déclin des Moai sont, elles, bien réelles. Les recherches archéologiques ont révélé qu'une vague de violence a déferlé sur l'île à cette époque, confirmée par de nombreuses découvertes. Des armes en pierre, principalement des pointes acérées en obsidienne pour les lances et les javelots, ont été découvertes sur tout le territoire. Ces artefacts indiquent qu'une société autrefois centrée sur la construction et les rituels s'est transformée en un champ de bataille pour la survie. De plus, l'analyse des restes trouvés dans d'anciens villages a révélé des traces de blessures causées par des armes ainsi que des fractures caractéristiques des combats au corps à corps.
Tout cela témoigne du fait que la fin de l'ère des Moaï a été assombrie par une période d'affrontements sanglants. Outre les conflits internes et la destruction de l'ordre traditionnel, un autre facteur puissant a commencé à influencer le destin des Rapa Nui, les contacts avec le monde extérieur. Pendant des siècles, l'île est restée isolée et ses habitants ignoraient l'existence d'autres peuples. Mais à partir du XVIIIe siècle, des navires ont commencé à apparaître à l'horizon et chaque nouvelle visite d'étrangers est devenue une épreuve pour Rapa Nui, changeant le cours de son histoire. Ces rencontres avec le monde extérieur étaient loin d'être équitables. Elles ont apporté avec elles la violence, les maladies, l'esclavage et, en fin de compte, la transformation de l'île en colonie. Les premiers Européens à apercevoir l'île de Pâques furent les marins de l'expédition hollandaise de Jacob Roggeveen, qui y arriva le 5 avril 1722. Le contact lui-même fut bref et loin d'être amical. Les Hollandais débarquèrent, mais un conflit éclata rapidement entre eux et les habitants, entraînant la mort de plusieurs Rapa Nui. On ignore ce qui a provoqué cette confrontation. Peut-être les insulaires ont-ils tenté de voler quelque chose aux Européens, ou peut-être les marins eux-mêmes se sont-ils montrés agressifs. Quoi qu'il en soit, Roggeveen quitta rapidement l'île, laissant derrière lui la première description de ses habitants et de ses mystérieuses statues de pierre. Plus de 50 ans plus tard, en 1774, le célèbre capitaine britannique James Cook arriva à Rapa Nui. Son expédition enregistra beaucoup plus de détails sur la vie des habitants que ne l'avait fait Roggeveen. À cette époque, la civilisation Rapa Nui avait déjà subi des changements importants. Les Moaï avaient été renversés, les clans divisés, et la population, selon des témoins oculaires, paraissait épuisée. Cook nota que les habitants de l'île étaient mal vêtus, que leurs habitations étaient extrêmement primitives et que leur nourriture était maigre. Cette description fut longtemps utilisée comme preuve de l'effondrement de la civilisation insulaire, mais aujourd'hui, les chercheurs comprennent que les Européens ont peut-être surpris les Rapa Nui dans une période difficile de transformation sociale et non de déclin total. La véritable catastrophe pour la population de l'île commença au XIXe siècle, lorsque Rapa Nui fut entraîné dans le commerce mondial d'esclaves. En 1862, des marchands d'esclaves péruviens, à la recherche de main-d'œuvre pour les mines, arrivèrent sur ses côtes. Les Rapa Nui, qui ne connaissaient rien du monde esclavagiste au-delà de leur île, devinrent une proie facile. En peu de temps, près de 1500 insulaires, soit près de la moitié de la population totale, furent capturés et envoyés au Pérou, où les attendait un travail pénible dans des conditions insupportables. Lorsque, quelques années plus tard, la communauté internationale força les autorités péruviennes à mettre fin au commerce d'esclaves, une partie des Rapa Nui furent rapatriés. Cependant, sur plus de 1500 personnes enlevées, seules 15 réussirent à revenir. Ces personnes ramenèrent avec elles des maladies mortelles, la variole, la tuberculose et la dysenterie, contre lesquelles les habitants de l'île n'avaient aucune immunité. L'épidémie qui éclata peu après leur arrivée emporta la plupart des personnes restées à Rapa Nui. À la fin du XIXe siècle, il ne restait plus qu'une poignée de survivants, environ 150 personnes, d'un peuple autrefois florissant. De nombreuses traditions culturelles furent perdues, l'écriture tomba dans l'oubli, et l'île elle-même se transforma progressivement en territoire colonial. En 1888, elle passa officiellement sous le contrôle du Chili, et ses habitants devinrent de facto des prisonniers sur leur propre terre, car une grande partie de l'île fut transformée en ferme ovine, et les Rapa Nui eux-mêmes en ouvriers salariés privés de droits. Mais même dans ces moments difficiles, des Rapa Nui se sont trouvés être destinés à jouer un rôle important dans la préservation de leur culture. Comment ces rares survivants ont-ils réussi à préserver leur identité et quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire tragique de l'île de Pâques pour construire un avenir durable ?
Peut-être les nombreux bouleversements, tels que la disparition des forêts, les guerres entre les clans et l'arrivée des étrangers, les ont-ils fait douter que les statues de pierre soient réellement capables de protéger l'île. Les oiseaux, au contraire, sont devenus un symbole de renouveau et d'espoir, car ils arrivaient chaque printemps, apportant une nouvelle vie. Le culte de l'homme-oiseau est lié à l'une des paraboles les plus énigmatiques de l'île de Pâques, la légende du dernier prêtre Tangata Manu, qui prédit le destin de Rapa Nui, est disparu mystérieusement. Selon la tradition, à la fin de l'ère de l'homme-oiseau, vivait un puissant prêtre, doté du don de la prophétie. Il servait au sanctuaire d'Orongo et savait que de grands changements étaient inévitables. Un jour, en observant le ciel, il vit un signe. Des étoiles qui, selon lui, ne devaient jamais bouger, changèrent soudainement de position. Alors, il rassembla les anciens et prononça une prophétie. Bientôt viendront des hommes plus blancs que le sable et apporteront des temps sombres. Les Moai tomberont, le sang se mêlera, et les paroles des ancêtres seront oubliées. L'île deviendra petite, et le peuple faible, mais nos descendants se souviendront de qui ils sont, et alors l'esprit de Rapa Nui se réveillera à nouveau. Après cela, le prêtre quitta le village et se dirigea vers Orongo. Personne ne l'a plus jamais revu. Certains disent qu'il s'est jeté à la mer et a disparu dans les vagues, d'autres qu'il s'est transformé en oiseau et s'est envolé vers l'ouest pour revenir lorsque son peuple serait à nouveau prêt à recevoir la connaissance des ancêtres. Cette prophétie fut longtemps transmise de bouche à oreille, et aujourd'hui, de nombreux Rapa Nui y voient le reflet d'événements historiques réels, la colonisation de l'île, la perte des traditions et la renaissance moderne de la culture Rapa Nui. Des siècles se sont écoulés depuis la disparition du culte de l'homme-oiseau et la chute des derniers Moai. L'île a connu de nombreux changements, mais son peuple a conservé sa culture et continue de vivre sur la terre de ses ancêtres. Aujourd'hui, Rapa Nui est un lieu où les traditions ancestrales coexistent avec les réalités modernes et où l'héritage du passé devient le fondement de l'avenir. De nos jours, l'île de Pâques fait partie du Chili, mais ses habitants, descendants des anciens Polynésiens, possèdent une identité unique. Environ 7000 personnes y vivent, et la moitié d'entre elles sont des Rapa Nui. Leur langue, transmise de génération en génération, reste un élément important de la culture, et les traditions familiales témoignent encore d'un lien avec un passé lointain. Le tourisme est devenu la principale source de revenus pour les insulaires. Des milliers de voyageurs viennent à Hangaroa, la seule ville de l'île, pour admirer les statues, visiter les anciens sanctuaires et ressentir l'énergie de ce lieu. Les habitants travaillent comme guides, créent des décorations traditionnelles, développent l'hôtellerie. Grâce au flux touristique, de nombreux artisanats sont préservés et les anciennes légendes continuent de vivre dans les récits des guides et les contes des anciens. Tapati occupe une place particulière dans la vie de l'île. C'est la plus grande fête de Rapa Nui qui a lieu chaque année. Pendant 2 semaines, l'île se transforme en un centre de compétition, de danse et de rituels. Les participants au festival démontrent leur force et leur habileté, reproduisant les exploits de leurs ancêtres. La compétition spectaculaire de Hakapei rassemble de nombreux spectateurs. Des hommes dévalent les pentes du volcan, assis sur des troncs de bananiers, atteignant des vitesses de 70 km/h. La musique, les danses rituelles et les récits des anciens créent une atmosphère dans laquelle la culture ancienne reprend vie. Sur l'île, il a toujours existé un équilibre entre les traditions et les changements. Le développement du tourisme ouvre de nouvelles opportunités et le lien avec les ancêtres donne la force de préserver l'héritage. La question de l'avenir de Rapa Nui reste un sujet important pour ses habitants, qui continuent de chercher un chemin qui permettra à leur culture de prospérer dans cette nouvelle ère. Siècle après siècle, les statues ont résisté sur l'île de Pâques, survivant aux guerres, à la chute de la civilisation et au contact destructeur avec le monde extérieur.
Elles ont résisté aux tempêtes, aux tremblements de terre et au temps. Mais aujourd'hui, elles sont confrontées à une nouvelle menace que les anciens Rapa Nui n'ont jamais connue. Les recherches modernes montrent que de nombreux moaïs sont menacés de destruction en raison de l'érosion, du changement climatique et de l'impact de l'homme. Bien que les statues soient sculptées dans du tuf volcanique résistant, des siècles de pluie, de vent et de marée érodent progressivement leur surface, effaçant les traits anciens. Les statues situées près de la côte sont particulièrement touchées. Elles sont exposées à l'eau de mer, et l'élévation du niveau de l'océan menace d'en inonder certaines. Les moaïs de la zone d'Ahu Tongariki, la plus grande plateforme rituelle de l'île, où se trouvent 15 statues restaurées, suscitent la plus grande inquiétude. Les chercheurs notent qu'en raison des tempêtes fréquentes et de l'humidité élevée, leur surface de pierre se couvre de micro-fissures qui, avec le temps, peuvent entraîner leur destruction. Une autre zone vulnérable est celle des moaïs de la plage d'Anakena. Ici, le sable, le vent et le soleil usent progressivement les visages anciens des statues, et la présence constante de touristes accélère le processus d'érosion. La communauté scientifique et les autorités de l'île cherchent des moyens de protéger les moaïs. Certains scientifiques proposent de les recouvrir de composés protecteurs spéciaux qui ralentissent la dégradation de la pierre. Quelles autres mesures sont prises pour préserver le patrimoine culturel de l'île de Pâques et quelles leçons l'histoire de Rapa Nui peut-elle offrir à l'humanité moderne confrontée à des défis mondiaux? D'autres estiment que les statues, dans un état critique, devraient être transférées dans des musées afin de les préserver pour les générations futures. Cependant, les Rapa Nui ont un avis différent. Les moaïs appartiennent à la terre et ne doivent pas en être séparés. Parmi ceux qui continuent de conserver les connaissances ancestrales sur les statues, il reste le dernier maître Rapa Nui qui connaît les secrets du travail de la pierre. Son nom n'est connu que des habitants, et les Rapa Nui l'appellent simplement Kaatua, ce qui signifie « vieille pierre ». Il a grandi en écoutant les récits des anciens sur la façon dont les moaïs ont été créés, et il a consacré sa vie à l'étude des méthodes anciennes de travail de la pierre. Kaatua peut déterminer l'origine de chaque moaï par la nuance de sa surface. Il sait quels outils de pierre utilisaient ses ancêtres, et il affirme que le secret des moaïs ne réside pas seulement dans leur forme, mais aussi dans leur emplacement. Il dit que les Rapa Nui installaient les statues de manière à ce qu'elles soient en équilibre avec le vent et le soleil, ce qui les aidait à se conserver plus longtemps. Lorsqu'on lui demande s'il est possible aujourd'hui de sculpter de nouveaux moaïs de la même manière que les anciens maîtres le faisaient, il répond « Nous pouvons rendre la pierre identique, mais sans la foi, elle ne deviendra pas un moaï. » L'histoire de l'île de Pâques est l'histoire d'un peuple qui a traversé de dures épreuves, a subi des pertes, mais a conservé sa culture et son esprit. Les moaïs, qui symbolisaient autrefois le pouvoir des ancêtres, continuent de se dresser sur la terre de Rapa Nui, rappelant le passé et incitant à réfléchir à l'avenir. Aujourd'hui, les Rapa Nui, comme leurs ancêtres, recherchent un équilibre entre les traditions et les changements. Leur langue, leurs rites et leur artisanat vivent malgré l'influence du monde moderne. Les moaïs, malgré les menaces naturelles et le facteur humain, restent les gardiens de l'île, et les gens continuent de prendre soin de leur héritage. Rapa Nui n'est pas une civilisation disparue, mais une culture vivante, qui change, mais ne se perd pas. L'histoire de l'île de Pâques n'est pas terminée, elle se poursuit en ce moment même.